Bonjour à tous et bienvenue à Business Matin, votre émission quotidienne qui vous forme et vous informe sur Business 24. De nos jours, un phénomène prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Il s'agit du think tank. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit tout simplement d'un groupe de personnes qui s'associent et qui pensent aux problèmes de la société. Ils apportent donc des solutions qui impacteront sur votre quotidien. Vous êtes à Business Matin. Vous faites bien de nous suivre et bienvenue. Le sujet du jour dans Business Matin pour aujourd'hui, c'est le think tank. Alors pour en parler, nous avons un invité. Il s'agit du président de l'Institut AIAS qui est sur notre plateau, Monsieur Kwasi Silver. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de Business 24. Bonjour. Alors dites-nous, quand on entend think tank, étymologiquement parlant, qu'est-ce que cela signifie? Il faut dire que la prononciation linguistique des think tank, d'abord, est d'origine anglaise. Think qui signifie idée, pensée, réflexion, et tank qui signifie réservoir. Tank qui est un mot d'origine militaire, utilisé à la création d'abord par les Américains pour désigner un peu un centre de commandement avancé, et on peut constater cela dans des missions de ces pays-là sur le continent africain. Et donc, ce qui ramène à recouper ces deux mots-là, think tank. Aujourd'hui, nous pouvons parler de think tank en matière de personnes, de groupuscules ou d'un consortium de personnes qui sont liées par une vision commune, c'est-à-dire de réfléchir et d'impacter positivement la société. Mais pour cela, je tenais d'abord à remercier la chaîne Business 24 qui nous donne l'opportunité de nous exprimer sur ce phénomène qui prend de l'ampleur au fur et à mesure, mais qui a des difficultés pour pouvoir impacter la société africaine, en particulier la société africaine francophone. D'accord, nous allons revenir. Alors, après la définition que vous venez de nous donner, donc, si nous comprenons bien, le think tank, c'est en réalité un groupe de personnes qui s'associent et qui réfléchissent aux problèmes de la société. Alors, à quel moment est-ce que le think tank est entré, on va dire, dans les mœurs ivoiriennes et surtout chez les jeunes en Côte d'Ivoire? Il faut dire qu'on ne peut pas parler de think tank entré dans les mœurs chez les jeunes en Côte d'Ivoire. Parce que les think tank, comme je disais tantôt, c'est un phénomène qui est nouveau. En Côte d'Ivoire, on dénomme exactement 17 think tanks. 17 think tanks, la plupart de ces think tanks-là sont des think tanks institutionnels. Je pourrais citer le CIRES, le CIREG et autres. Ce sont des think tanks institutionnels. Mais les think tanks privés qui s'auto-créent pour pouvoir pallier à des problèmes, pouvoir apporter des solutions innovantes à la société, ne sont pas aussi monnaie courante pour qu'on puisse parler de rentrer dans les mœurs de la jeunesse. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous pensons que le think tank Institut AIAS est pour le moment le premier think tank initié par des jeunes en Côte d'Ivoire. Alors, le think tank, comment est-ce que des jeunes, justement, pensent à ce genre d'organisation et jusqu'à former un institut aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a motivé? Oui. Pour une société comme la Côte d'Ivoire qui sort d'une crise que chacun de nous connaît mieux, il était important de pouvoir marquer un point d'arrêt et de se dire que toutes ces situations dont les jeunes ont été soit manipulés ou manipulateurs étaient dues à un état de fait où le jeune n'avait pas sa position dans la société. Le jeune n'était pas associé aux prises de décision. Le jeune était toujours utilisé comme celui-là qui devait exécuter, celui-là qui devait se mettre à la manœuvre, donc qui est toujours à l'opérationnel.
Or, une nation qui se veut forte ne peut seulement baser sa réflexion sur une population qui tourne autour des 30%, puisque nous savons que la jeunesse ivoirienne représente plus de 60% de la population. Il était important pour nous jeunes, non pas de se lever et de protester d'une autre manière que de s'asseoir autour d'une table et de commencer à réfléchir. Réfléchir sur d'abord les maux que nous vivons, c'est-à-dire l'employabilité qui est un problème. Réfléchir sur les problèmes d'éducation. Réfléchir sur les problèmes de comportement en société. Réfléchir sur la fluidité même du système, la gouvernance et tout ce qui a trait à la société. Et c'est à la conclusion de toutes ces actions et de tout cela que nous avons décidé de mettre sur pied un institut qui serait pour nous le moyen idéal de pouvoir faire connaître nos aspirations, de pouvoir faire savoir nos idées et de pouvoir les faire appliquer par la réflexion suivie d'une démarche très scientifique. Alors, la pensée, les réflexions, c'est bien beau, mais à quel moment est-ce que vos idées, vos pensées rentrent en jeu en fait? À quel moment? Il y a plusieurs manières pour un think tank de s'exprimer. On peut être des avant-gardistes parce que le think tanker ou bien un think tank dans la société peut être considéré comme un prophète pour la société. C'est-à-dire, il se saisit d'une situation, d'un ensemble d'événements qui se sont déroulés dans le passé, des événements contemporains, et fait une analyse et prévient sur des faits qui pourraient arriver éventuellement. En ce moment, il parle de prévision et en ce moment, il se comporte comme un futurologue. Mais il y a aussi le fait que une société a besoin de résolution de problèmes actuels, de problèmes des faits courants, de faits contemporains. En ce moment, il se comporte comme un organe de résolution de problèmes. Et vous verrez par la suite, à travers les différentes études menées par notre think tank, que nous avons été un peu à la manœuvre dans les deux cas, en tant que futurologue comme en tant que organe de réflexion, de proposition de solutions pour régler une situation donnée. Alors, le think tank, en quoi est-ce qu'il consiste exactement? Aujourd'hui, j'ai un problème, je fais appel à vous, vous arrivez, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Cette question-là est d'autant plus importante parce que l'objectif d'un think tank, ce n'est pas de réfléchir seulement pour une personne, parce que le think tank pense société, le think tank pense global. Et donc, je pourrais répondre en disant, une entité est donnée à un problème, elle saisit un think tank, qu'est-ce que le think tank peut faire? En ce moment, le think tank se saisit du problème, ou bien de ce pourquoi il a été saisi. Il essaye d'obtenir toutes les informations qui sont relatives à cette situation. Il recoupe toutes ces informations et au vu de ces informations, il fait des propositions de résolution du problème posé. En fait, c'est cela. C'est de chercher à régler le problème. Non pas se substituer en tant que la personne même. Voilà pourquoi généralement les think tanks ne sont pas amenés à faire la politique ou bien les think tanks ne sont pas amenés à eux-mêmes exécuter les résultats de leurs travaux. Ce sont des organismes de conseil. Ils réfléchissent et ils proposent. Voilà. Alors, est-ce qu'un think tank peut être actif? Parce qu'on a vu en Ukraine les femmes qui se plaignent, qui se déshabillent. Est-ce qu'on peut appeler ces actions-là une action de think tank? Non, non. Ce genre d'action n'est pas une action de think tank. Les think tanks ont une action qui est posée sur la réflexion, sur le lobbying. Ils ont des moyens d'agir qui sont connus parce qu'un think tank a une méthode bien définie. Alors, parlez-nous donc de cette méthode. Qu'est-ce que c'est cette méthode, la méthode de think tank? La méthode de think tank, c'est de s'imposer à travers la communication. C'est pour ça que tout à l'heure, je remerciais la chaîne Business 24. Il faut communiquer au maximum. Il faut sensibiliser et il faut mener des actions de lobbying. Le think tank agit essentiellement pour le lobbying. Vous verrez par exemple les grands think tanks, soit en France, aux États-Unis et autres. On verra avec qui vous êtes partenaire aussi? Bon, on essaie d'avoir certains partenariats parce que c'est un autre niveau. Nous avons certes des partenaires, mais on essaie d'arriver à un autre niveau. Mais il faut dire que ces think tanks-là,
ils sont essentiellement basés sur le lobbying. Le lobbying, c'est le meilleur moyen et c'est le moyen privilégié par tous les think tanks dans le monde. Voilà, parce que un think tank, il ne se crée pas parce qu'il est créé en Côte d'Ivoire ou bien il est créé au Libéria ou il est créé au Japon. Il va avoir une méthode typique de s'exprimer. Non, il y a le militantisme, il y a la société civile. C'est vrai que le think tank peut être et appartient à la société civile, mais ces moyens d'action sont beaucoup plus des moyens de réflexion, de lobbying, de sensibilisation, de communication, mais pas des actions dans ce sens-là. Mais pour revenir à la crise de l'Ukraine, par exemple, les think tanks, dans ce cas-là, ne vont pas mener ces actions de rue et autres là, mais vont mener des actions de lobbying, essayer de rapprocher les acteurs impliqués dans ce conflit-là, dialoguer avec ces acteurs-là pour trouver des voies d'entente. Il y a par exemple le think tank IRIS en France, Institut de Relations Internationales Stratégiques, qui a œuvré par exemple pour la rencontre entre le nouveau président d'Ukraine, Poroshenko, et le président Vladimir Poutine en France, lorsque la crise était à son plus haut niveau. Et c'est au sorti de cette rencontre-là qu'il y a eu le premier accord de cessez-le-feu. Voilà, donc c'est un peu de cette manière-là que les think tanks agissent. Alors, merci beaucoup de votre présence sur notre plateau. Mais avant de vous laisser partir, nous allons insister encore sur le phénomène donc, du think tank. Alors, pour qu'un think tank soit efficace, il faut au maximum combien de personnes? Il faut dire qu'il n'y a pas un nombre exact de personnes qu'il faut pour rendre efficace un think tank. Tout dépend de l'objectif de ce think tank, parce qu'un think tank se crée pour répondre à un besoin bien précis. Un think tank, il est soit généraliste, il est soit un think tank de droite, il est soit un think tank progressiste, mais un think tank se crée pour régler un problème bien précis et dans une région bien précise. Et les moyens humains dont ce think tank-là a besoin pour résoudre son problème sont les moyens qui sont adéquats à son service. Donc il n'y a pas de nombre exact de personnes pour agir. Seulement c'est un ensemble de spécialistes qui mettent ensemble leurs connaissances autour d'une idéologie commune selon des méthodologies définies par eux-mêmes, mais qui doivent tourner autour de ce que j'ai dit tantôt, le lobbying et autres, la communication, pour apporter un changement à la société et pour impacter de façon positive la société. Alors dites-nous dans ce cas, dans votre think tank à vous, vous êtes au nombre de combien de personnes? Notre think tank se compose exactement de 32 membres permanents. Et qui sont ces membres? D'où sortent-ils? Est-ce que ce sont des simples étudiants? Ce sont des travailleurs? Comment vous recrutez, on va dire, au niveau de votre think tank? Cette question m'amène à compléter le critère de nombre dont vous avez fait état tout à l'heure. En réalité, les think tanks aussi, dans leur composition, doivent être un ensemble de personnes, mais complémentaires, dont chacun a une expertise définie dans un domaine, de manière à pouvoir représenter valablement la structure dans cette thématique. Le think tank Institut AIAS est constitué de plusieurs catégories de personnes. D'abord, il y a des universitaires, des jeunes chercheurs et enseignants à l'université. Il y a aussi des jeunes entrepreneurs. Et enfin, il y a des jeunes cadres en entreprise. Parce que c'est toutes ces connaissances associées qui peuvent donner une vision un peu plus objective. Vous avez également des enseignants? Oui, effectivement. Ça, je parlais tantôt des membres du comité permanent. Mais en dehors de ces membres-là, il y a des experts associés. Des experts associés qui sont des personnes ressources dont la connaissance et la compétence est reconnue dans un domaine précis, qui viennent en appoint aux travaux du think tank, qui apportent leur regard critique avant que le think tank ne porte à la connaissance du grand public les résultats de leurs travaux. Il y a aussi les membres du comité d'orientation et de suivi, qui sont des intellectuels d'un niveau très élevé, qui eux apportent une caution morale aux travaux qui sont faits par ces think tanks-là, par notre think tank. Et la plupart, ce sont des professeurs de rang A
ou des grands patrons d'entreprise qui apportent leur expertise et leur caution dans les différents travaux que nous menons. Alors, vous êtes un think tank vous-même, vous existez depuis plus de 2 ans en Côte d'Ivoire, mais vous avez déjà fait des réflexions qui ont porté des fruits. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Au niveau des réflexions et des travaux menés par notre think tank, il faut dire que les travaux qui ont eu encore plus d'écho sont d'abord l'analyse que nous avons effectuée sur le système de gouvernance de l'Association des professionnels et établissements financiers de Côte d'Ivoire, la PBFCI. Ce travail a consisté pour nous à faire ressortir à l'analyse et au regard des normes de gouvernance basées sur le développement durable à travers la norme ISO 26000, le système de gouvernance et de faire ressortir les points défaillants selon nos travaux, bien sûr, et d'en faire des propositions. Ces travaux-là ont eu gain de cause. Ces travaux ont pris fin dans le mois de juin 2014 et ont été remis officiellement à la direction exécutive de la PBFCI. En dehors de ce travail aussi, nous avons effectué, sous la demande du cardinal Jean-Pierre Coutois, un travail de réflexion sur la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et le thème de ce travail-là était l'approche juridique de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et en cela, nous avons mobilisé les chercheurs juristes et sociologues ainsi que psychologues de notre institut pour faire ressortir un peu notre manière de voir cette réconciliation qui se faisait. Et la conclusion finale, c'était de dire qu'il fallait une justice impartiale et que toutes les parties impliquées dans ce processus de réconciliation devaient être traitées de façon équitable pour que la réconciliation soit vraie. Mais encore qu'il fallait prendre des mesures pour ne pas non seulement que cette réconciliation soit acquise seulement de fait, mais qu'elle soit acquise et qu'elle soit durable. Et pour qu'elle soit durable, il fallait se baser sur les fondements depuis l'état latent qui ont provoqué cette crise qui nous a envoyé un dénouement dans les années 2010-2011. Et il fallait prendre en compte tous ces aspects-là pour faire en sorte que ces phénomènes-là ne se reproduisent plus jamais dans notre pays et nous mettre dans une situation de retard continu. Et aussi, nous avons mené aussi des travaux dans le sens de l'éco-citoyenneté. Et ce travail-là s'est fait pour les étudiants des écoles de commerce du district d'Abidjan. Et à la fin de ces travaux, nous avons mené un ensemble de campagnes dans des écoles de commerce d'Abidjan, ISID, ESCAM, EDEC et autres, pour sensibiliser les étudiants de ces chambres, de ces écoles de commerce sur les pratiques citoyennes, les pratiques responsables. Écologiques responsables de l'individu dans la société. Alors, merci beaucoup. Mais dites-moi, avant de vous laisser partir, dites-nous, quand on vous approche avec, on va dire, des problèmes, et on demande donc au think tank, on va dire, de réfléchir donc à ces problèmes, il vous faut combien de temps pour évaluer le problème généralement? Bon, tout dépend de la pertinence du problème posé. Si le problème est un problème qui mérite d'être réglé dans la profondeur et qui nécessite une investigation beaucoup plus sérieuse, nous évaluons et nous donnons un temps qu'il faut. Mais si c'est un problème seulement superficiel qui nécessite des interrogations, qui nécessitent des enquêtes, nous menons et nous avisons en fonction, en tout cas de la pertinence et du sérieux du problème posé. Alors aujourd'hui, vous, Monsieur Kwasi, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que l'Institut AIAS, c'est ça? C'est cela? Oui. Voilà. Est-ce que l'Institut, justement, est importante et impacte vraiment sur la société en Côte d'Ivoire? Oui, nous pouvons affirmer et pour nous, c'est une fierté pour nous de le dire parce que quand nous nous rendons compte qu'une personnalité éminente comme le cardinal recommande une étude de notre think tank et au sorti de cette étude-là, le cardinal se prononce sur la réconciliation en Côte d'Ivoire en utilisant les thèmes précis de la conclusion de notre étude. Nous pouvons dire que nous avons atteint à ce niveau-là
le rôle qui est dévolu au think tank. Parce que c'est de communiquer à travers des personnes de poigne pour pouvoir impacter durablement la société. Et aussi, c'est le lieu de dire que nous, dans cette portée, dans cette dynamique d'expansion de notre think tank, nous avons plusieurs études à mener pour le compte de cette année 2015. Puisque vous savez tous que l'année 2015 est une année décisive pour l'avenir de la Côte d'Ivoire parce qu'il y a des élections générales. Et donc, nous avons des études à mener qui iront dans ce domaine-là, dans ce sens, des études de sensibilisation et autres à mener. Alors, merci beaucoup, M. Kwasi Silver, de votre présence sur notre plateau. Mais avant de partir, sachez que nous avons, nous aussi, un professeur ici qui vient et qui va nous donner des informations sur l'informatique. Infotique, c'est maintenant et nous sommes en compagnie de Sylvestre Afiri. Bonjour Sylvestre. Bonjour Noélie. Bienvenue sur le plateau de Business Matin. Merci, ça faisait vraiment longtemps. D'accord. Qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je viens en fait pour apprendre à tout le monde à pouvoir poster un sondage sur Facebook parce que généralement, on a des questions qu'on se pose, on a envie aussi de connaître la vie de tous nos amis et tout cela. Donc il est important aussi de pouvoir poster des sondages sur Facebook pour avoir des informations adéquates, pour pouvoir avoir nos réponses. Alors généralement, qu'est-ce qu'on fait? On se connecte à Facebook, il faut d'abord avoir la connexion bien sûr. On se connecte à Facebook, on va dans notre fil d'actualité et on clique sur question. Il y aura un onglet question. On clique sur la question et on pose la question qu'on veut poser à nos amis pour avoir le sondage. Par exemple, combien y a-t-il de femmes, combien y a-t-il de femmes riches en Afrique, par exemple. Et lorsque nous finissons de poster la question, nous cliquons maintenant sur ajouter des choix de réponse. Comme ça, des personnes peuvent commencer maintenant à répondre à notre question. Nous allons donc lancer finalement un débat qui fera office de sondage. Voilà, avec plusieurs avis qui sont voilà, sur la question. Alors, donc une fois qu'on a ajouté des choix de réponse, là maintenant on peut saisir des différentes réponses voilà, possibles. Par exemple, on peut poster 50 ou bien 2000 ou bien 3000 pour avoir aussi la vie de certaines personnes, pour les mettre un peu sur la voie. Une fois que c'est fait, on laisse la case autoriser tout le monde à ajouter ses options pour que tout le monde puisse ajouter des réponses qui seraient dans notre liste voilà, de questions posées déjà au préalable. Donc on choisit ensuite avec qui partager ce sondage parce qu'il y a des personnes avec qui on ne veut pas partager le sondage. Je veux dire qu'il y a des amis avec qui on ne veut pas partager ce sondage-là. Donc on fait une sélection. Ils n'ont peut-être pas des réponses adéquates. Voilà, des réponses qui pourront nous aider. Voilà, donc on sélectionne des personnes qui peuvent nous aider, qui peuvent répondre à ces questions-là, qui peuvent nous donner des éléments de réponse assez intéressants et on les inscrit dans cette case-là. Une fois que c'est fait, maintenant, les personnes peuvent commencer maintenant à répondre à notre question. Et après peut-être 2 semaines ou 1 semaine, on peut avoir maintenant les éléments de réponse qui sont les plus répétés. Et je suppose que là, on a maintenant la réponse qu'on veut à notre question qui a été posée au préalable. D'accord. Mais lorsqu'on pose la question, est-ce que c'est possible que les personnes qui viennent à la lecture donc, des questions puissent modifier, on va dire, la première question, la question de base? Non, la question c'est vous qui l'avez posée. Donc, personne ne peut la modifier à part vous-même. Voilà. Les personnes qui viennent pour répondre sont susceptibles de répondre seulement à la question et non modifier la question en tant que telle. Eux, ils viennent seulement pour répondre. Voilà pourquoi sont les amis, ceux qui on peut compter. Il faut choisir les amis qui peuvent répondre à cette question-là pour pouvoir avoir les éléments de réponse auxquels on s'attend. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Sylvestre. Merci à vous. Merci d'être venu sur Business Matin pour nous donner toutes ces informations sur la conception, donc on dira, d'un sondage sur Facebook. Après Infotique, nous allons avec Panorama où Alex Mokhtar va nous parler bien évidemment des actions innovantes et novatrices en Afrique. Action innovante et novatrice en Afrique, c'est avec Alex Mokhtar dans Panorama. Bonjour Alex. Bonjour à vous Noélie, très heureux encore une fois d'être des vôtres ce matin pour parler avec vous de choses et d'autres très intéressantes, je l'espère. En tout cas, j'espère que cela trouvera grâce aux yeux de nos téléspectateurs, pour ainsi dire. Ainsi qu'à mes yeux. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous avez pour nous ce matin? Alors, on a l'habitude de s'intéresser dans Panorama à toutes les initiatives menées soit à titre individuel par des personnes, des personnalités ou des pays ou des entreprises, donc des initiatives qui, somme toute, peuvent permettre donc à ces pays-là ou à ces personnes de connaître une avancée à titre personnel ou de permettre au plus grand nombre d'évoluer. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser, et une fois n'est pas coutume, donc au royaume chérifien qui n'est autre que le Maroc,
qui vient aujourd'hui, bien sûr, de prendre une loi assez importante concernant son secteur minier. Alors, quelle est cette loi, si on peut la connaître? Le Maroc a décidé tout simplement d'adopter un nouveau code minier visant donc notamment à inciter les investisseurs à s'intéresser aux richesses minières du pays, à toutes les richesses minières en somme toute du pays. Parce qu'il faut savoir qu'au Maroc, le code minier précédent donc permettait aux investisseurs de s'intéresser uniquement qu'à la recherche d'un minerai qu'on appelle le phosphate. Alors aujourd'hui, le nouveau code minier permet donc à ceux qui investissent dans ce secteur d'activité-là d'élargir leur champ de prospection à d'autres minerais donc de plus grande valeur, on dira. Voilà. Alors il faut dire que ce nouveau code minier a été voté le 17 juillet 2014 dernier, en remplacement donc de l'ancien qui lui date de 1951. Alors la particularité de ce nouveau code minier, c'est qu'il permet tout simplement d'accroître déjà la surface de prospection. Alors l'ancien code minier donnait droit donc à 100 km², qui devait être la surface donc à explorer pour toutes les personnes qui investissaient dans le secteur minier et qui étaient détenteurs, somme toute, donc d'un titre de prospection. Avec le nouveau code minier, ces investisseurs ont droit à près de 2400 km², soit plus de 100%, plus du double carrément donc de la précédente surface qu'ils avaient la possibilité d'explorer. Alors il faut savoir que ce nouveau code minier, ce nouveau permis minier qui est bien sûr octroyé englobe bien sûr les nouveaux minéraux tels que l'or, le diamant, le manganèse, tout type de minerais. Cela pour permettre au plus grand nombre de personnes d'investir afin à tout le monde de booster le secteur minier, car plus il y a d'investisseurs, plus les surfaces à acquérir sont plus grandes à moindre coût, plus on y investit beaucoup et plus on a de la chance donc de sortir plus de minerais et de créer de la richesse tout simplement. C'est une façon aussi pour le royaume de pourquoi pas engranger beaucoup d'argent pour ces caisses. C'est une je dirais une astuce assez intéressante, car on ne force pas beaucoup, il ne s'agit pas d'augmenter d'impôts, il s'agit tout simplement d'intéresser les gens à une activité. Ça peut susciter des vocations également, car si un secteur d'activité ou un domaine d'activité dans un pays est en plein boom, on sait également que cela crée des emplois et de la richesse, bien sûr également. Il faut déjà aussi noter que l'extraction des phosphates représente actuellement 90% de l'activité minière au Maroc, et elle contribue à elle seule à hauteur de 30% des exportations du royaume chérifien, soit environ 10% du PIB du pays. Donc c'est vous dire que si on augmente, en étant en tout cas l'exploration minière à d'autres types de minerais, le PIB bien sûr du Maroc s'en trouvera beaucoup plus boosté à tout le moins, car bien sûr l'extraction minière et l'exportation de ce domaine d'activité là connaîtront une certaine croissance. Donc voilà, donc il était important pour nous de nous arrêter un temps soit peu sur cette décision là qui j'espère pourra faire tache d'huile, pourquoi pas dans d'autres pays qui bénéficient en tout cas de richesses minières encore plus importantes que le Maroc. Alors, merci beaucoup Alex. Et quant à nous, nous souhaitons donc bon vent au Maroc pour cette nouvelle loi, et on espère bien qu'elle va impacter sur d'autres sociétés qui, pourquoi pas, auront envie on va dire peut-être de s'y essayer. Tout à fait, de suivre cet exemple-là. Alors, Business Matin pour aujourd'hui, c'est fini. Nous nous retrouvons pour un autre numéro, mais avant cela, je vous dis, portez-vous bien et prenez soin des autres. Au revoir.